Alors, avant de vous parler du début de Epstein à la Duncan School, où c'est en fait beaucoup plus chaotique que ce que je pourrais bien affirmer, comme je vois qu'il y a des gens qui commencent à essayer de jouer la tendance, de dire la vérité, on vous ment, etc. Et donc, du coup, à édulcorer les points saillants pour mettre en avant les points douteux pour pouvoir vous, vous envoyer le doute, dire ah ouais, les gens qui disent ça, c'est des complotistes, etc. Parce que complotiste, maintenant, tout le monde s'est emparé de ce mot et tout le monde veut essayer de dire que les autres, c'est des complotistes et qu'eux, ils disent la vérité. Là, je dis clairement que je vise à l'heure actuelle. Alors, j'ai pas encore vu entièrement leur vidéo, mais dès le début, je trouve que la façon sarcastique de parler des gens qui font des liens entre le fait que Donald Barr, qui était le directeur de l'école qui a embauché Epstein, et le fait que son fils soit le ministre de la Justice, disent ouais, bah, euh, on n'a pas trouvé mieux que ça, la théorie du complot. Non, non. Mais je vais en parler après, parce que c'est pas super important, même si c'est important, mais c'est beaucoup moins important que là, ce qu'on a là, ici. Ce qu'on a ici, donc c'est le magazine The Electronic Intifada, donc on pourrait dire, ouais, mais c'est des gens qui sont peut-être pro-Palestine ou que sais-je. Très honnêtement, je sais même pas qui tient ça. Je sais même plus comment est-ce que j'ai atterri là-dessus, sachant que j'avais quand même déjà vu la chaîne YouTube de Electronic Intifada, que je vous avais mis le lien et sur la miniature de la vidéo précédente. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, si on couple ça avec les fichiers du Dodge, eh ben on va voir des choses qui sont très intéressantes et dont personne ne parle. C'est étonnant ça. Alors ici, si on arrive là, donc on nous dit Minpress, machin, nanana, on nous dit donc Zev Shalev, qui lui est un nom juif, mais n'est pas forcément israélien, mais surtout il lui rapporte des propos de Harry Menaché. D'accord. Ça, je vous en avais déjà parlé, etc. Mais on pourrait se dire, ouais, mais c'est un truc comme ça. Sauf que si on tape le nom de Harry Ben Menaché dans la base de. Alors moi j'ai mis le tiret, donc j'ai trouvé que deux occurrences, j'ai pas fait sans le tiret, je pense que si je fais sans le tiret, j'en trouverai plus. On va le faire là comme ça. Alors d'abord, je vais ouvrir le document à côté, comme ça on l'aura sous la main. Et maintenant, je vais mettre sans le tirer pour voir si on en a plus. Bon, c'est pareil, ça changerait. Donc on s'en fout. Maintenant, si je fais ça par contre pour la recherche, j'ai fait Harry et j'ai eu une occurrence, et donc ça c'est très intéressant. Parce que on n'a pas envie de se taper les 69 pages, surtout que là on a un truc qui est très très intéressant là. On a un truc qui est très 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 intéressant. Regardez ce qu'on nous dit, hein. Et on est, vous pouvez vérifier, hein, c'est le FTA 0, 28, 22, 858, hein, comme ça vous pouvez aller voir. Alors sachant que, attention, parce que vous voyez, là il y a ce numéro-là, là il y a un autre numéro. Bon, sinon vous faites comme moi, et vous tapez Harry Ben Mendaché, et vous allez tomber sur ces deux documents, et le premier, et je pense que le deuxième c'est à peu près la même chose. Voilà. D'accord. Donc, on vient là, et qu'est-ce qu'on voit? Donc, qu'il ait travaillé, qu'il ait eu des liens avec les agences de renseignement, ou pas. D'accord. Whether or not, ça veut dire qu'il en ait eu ou pas. Robert Maxwell a servi de mentor à Epstein. Et ça confirme ce que je vous avais déjà dit. Je vous avais dit, c'est Robert Maxwell qui a façonné Epstein pour qu'il soit le gars de sa fille en fait. Donc la connexion Epstein-Ghislaine Maxwell, c'est pas du tout le fruit du hasard, comme même Speak Alive. Mais à l'époque, ils n'avaient pas accès à cette base de données, donc je leur reproche pas par rapport à ça. Mais maintenant maintenant, on a la preuve. Et encore une fois, je reprends la maxime de Fabrice Arfi. Les faits, les faits, les faits, et encore les faits. Ce que je vous dis, c'est pas une opinion, parce que tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous avais dit, à mon avis, ça c'était mon avis. Mais sauf que maintenant, il y a un document qui l'atteste, donc c'est plus mon avis. C'est une réalité factuelle. Donc, Robert Maxwell qui a servi de mentor à Epstein, avec l'espoir que Epstein pourrait devenir son son-in-law, ça veut dire son gendre, d'accord? En anglais, son-in-law, ça veut dire le fils par la loi, c'est-à-dire le fils par l'alliance. Comme Harry Ben Menaché, l'ancien IID, c'est Israel Intelligence Defense, donc c'est les services de renseignement de la défense israélienne. Donc un employé de ce service-là qui a affirmé que Maxwell. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça. Est-ce que je peux traduire? Ouais. Translate. Alors je sais pas s'il y accède. S'il n'y accède pas, je vais ouvrir un autre onglet avec. Parce que je l'avais en deux fois. Je vais mettre DeepL ici et on va copier le texte. Comme ça, vous allez voir que je vous dis pas de la merde. Traduction du texte. Ouvrir le traducteur. Voilà.
on met ça ici. Alors, on va essayer de reformater parce que là c'est un peu tout cassé. Voilà, et puis qu'il y a les citations, des notes de bas de page qu'on n'a pas besoin, et voilà. Et pareil, là aussi, c'est dans les années 80, et on n'a pas besoin de la note. C'est un S en fait, il a cru que c'était un 5, mais c'était un S en fait. Alors, qu'il ait eu ou non des liens avec les services de renseignement, Robert Maxwell a servi de mentor à Epstein, espérant même que celui-ci devienne son gendre. Comme l'a déclaré Harry Ben Manaché, ancien employé de l'ID, qui affirmait être le responsable de Maxwell. Robert Maxwell voyait en Jeffrey Epstein un mari potentiel pour sa fille et un partenaire commercial potentiel pour lui-même. Il semble que le père de Maxwell lui ait présenté Epstein dans les années 80. Voilà. Donc déjà, voilà. Ok. Donc après, on va aller voir les sources. Il y en a deux. Alors pareil, on va mettre ça dans la boîte. On va mettre la boîte ici. Voilà. Et on va refaire le formatage. Voilà, donc Epstein s'est présenté à Maxwell comme un expert financier capable d'aider sa famille à financer ses activités. À cette époque, Robert Maxwell aurait eu besoin d'un prêt relais de 50 millions de dollars qu'Epstein lui a obtenu. Donc ça dément la version comme quoi Ghislaine Maxwell aurait rencontré Epstein après la mort de son père, parce qu'apparemment, on va aller voir les sources. Alors là, ça devient encore plus intéressant. Seymour Hersh, il est considéré comme l'un des meilleurs journalistes d'investigation au monde. Donc, ça va être difficile de contester son travail. Alors, selon les informations rapportées entre autres, c'est-à-dire que c'est pas le seul à avoir travaillé sur le sujet, par Seymour Hersh, sous la direction de Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell et Epstein ont tous deux participé à une opération clandestine impliquant un trafic d'armes. Oh, mais voilà qui est intéressant, ça veut dire que Ghislaine Maxwell aussi a des liens avec les services secrets. Et ça, personne n'en parle. Donc, trafic d'armes, chantage et fraude financière, qui a finalement joué un rôle dans le scandale Iran-Contra. Et ce lien a également été renforcé. Ce lien a également renforcé la relation entre Epstein et Ghislaine Maxwell. Tiens donc. Donc finalement, tous les guignolos, alors guignolos soit parce qu'ils sont débiles, soit parce que ce sont des collabos qui mettent la focale sur le trafic S, sur les viols, etc. Et je ne minimise pas le crime, et encore une fois, soutien total aux victimes, à toute la compassion du monde, très sincèrement. Mais malheureusement, ça n'est qu'une petite partie du problème. Et en fait, je dirais même plus, c'est un outil, une technique, une méthode pour pouvoir faire le trafic d'armes, le chantage et la fraude financière. Ça n'est pas l'objectif central. C'est pour ça que tous les gens, que ce soit des médias officiels, non officiels, des influvoleurs, tout ce que vous voulez, qui ne arrêtent pas de vous mettre la focale sur l'île ou sur le fait que oh, c'est horrible ce qu'ils ont fait, etc. Bien sûr que c'est horrible, mais pendant qu'ils vous parlent de ça, ils font appel à votre pathos, c'est-à-dire à vos émotions, et ils enfument votre logos, c'est-à-dire votre raisonnement. Et ce qui fait qu'après, on a des discours de oh ben tiens, comme par hasard, c'est Disneyland, c'est Hollywood, la pauvre Ghislaine Maxwell, elle vient de perdre son père, elle avait un chagrin, elle arrive à New York, oh, il y a le temps, comme par hasard, sur Jeffrey Epstein, qui est la copie conforme de son père. Oh, tiens, le hasard fait bien les choses quand même. Non mais sérieusement. Sérieusement. Voilà. Donc les Najipik en carton, les Kinui en carton, enfin tous les guignols qui font des vidéos en vous disant la vérité et qui n'ont jamais parlé de ça. Et oui, c'est sûr que si on va juste dans les documents et qu'on ne sait pas quoi chercher, c'est compliqué. Parce que quand on tape un nom et qu'on voit qu'on a 5000 sorties, et vous voyez qu'au passage, le Harry Ben Menaché, il n'y a que deux sorties. Et lui, il n'est pas impliqué. Il n'est pas du tout impliqué. Lui, il apparaît comme témoin. Et il nous donne des informations qui sont beaucoup plus intéressantes que d'aller regarder qui est arrivé combien de fois ou je sais pas quoi. Donc l'implication de Robert Maxwell dans les services secrets israéliens est devenue évidente après sa rencontre avec Epstein à Londres dans les années 80. Maxwell aurait été impliqué dans le scandale promis, également connu sous le nom de l'affaire Inflow. Oh, c'est étonnant ça, personne n'en parle. C'est étonnant ça. Alors,
Ici, on a les sources. Donc, on avait dit employé de la service de renseignement de la défense israélienne, 23. Ok. Donc 23, la source c'est Michael McKinley et Barbara Scherer, Ghislaine Maxwell, Privilege, Power, Perversion, Inc. Shares, et on a le lien. Et on va ouvrir le lien. Ah, il a peut-être été retiré. Il a peut-être été retiré. Je vérifie l'URL. On va regarder. Ah non, mais là on n'a pas là. Ah non, mais parce que c'est pas le bon truc qui nous envoie. Il nous met des guillemets. Ce qu'on va faire, c'est on va faire copie link adresse. Non, ça veut pas passer. Alors attendez, on va voir si il y a des problèmes de guillemets. Non, non, c'est pas des problèmes de guillemets. Bon. Ah ouais, le problème c'est que id c'est pour identique. Si les trois ils pointent vers le même et qu'ils ne marchent pas, on va essayer le 26. Ah ouais, mais il est caviardé. C'est un peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va faire Wayback Machine. Voilà, Wayback Machine. Et on va lui demander de récupérer. Alors, enter une URL. Wayback Machine has not archived. Inkshare.com, Books, Ghislaine Maxwell, Privilege, Power, Book, Segment, Jeffrey. Ah ouais. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google. Non, mieux, on va aller sur Start Page. .com. Et on va taper ça. Sans l'étoile, ce serait mieux. Alors, Inkshare, donc ça a existé, d'accord. Et on a un Internet Archive, donc on va pouvoir le trouver. Voilà, Michael McKinley, Barbara Scherer. The official rom-com version of how blah 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 of how Ghislaine met endlessly recycled by the mainstream media over the years goes like this. When Ghislaine's father Robert died in 1991, having walked off, fallen off, blah blah blah. Ouh, mais c'est très intéressant ça. On va traduire tout ça. Non, ne m'emmerdez pas avec ça. Ne m'emmerdez pas avec votre pub. Putain, ils sont chiants. Mais j'ai quand même pu lancer la pub, la traduction. Alors, la version officielle, comédie romantique de la rencontre entre Ghislaine et Jeffrey, reprise à l'infini par les médias grand public au fil des ans, se présente comme suit. Lorsque le père de Ghislaine, Robert, est décédé en novembre 1991, après avoir quitté, chuté, été poussé de son yacht, laissant derrière lui un désastre financier, notamment 500 millions de livres sterling manquantes dans son fonds de pension du Daily Mirror. La famille Maxwell a été dévastée et déshonorée. Ok. Donc là, il nous dit aussi le truc à l'eau de rose, hein, c'est pas du tout la vérité. Ensuite, Ghislaine, en deuil de son cher père et de la fortune pulvérisée des Maxwell, autrefois si puissant, avait besoin de s'échapper, de se réorienter, de recommencer à zéro. Ok. Elle s'est donc enfuie de la cage hostile de Londres à bord du Concorde et s'est envolée vers la liberté américaine, atterrissant à New York à la fin de l'année 91. Avant de commencer à recoller les morceaux, elle a accordé une interview à la journaliste israélienne Daphne Barak un an plus tard. Tiens, c'est étonnant, hein.
Pourquoi est-ce qu'elle a accordé une interview à une journaliste israélienne alors qu'elle n'a pas une nationalité israélienne? Où elle incarnait à la fois le chagrin et la détermination, affichant le trait de caractère dont son père se vantait, à savoir que rien ne pouvait arrêter les Maxwell. Donc vous voyez au passage que y a, quel que soit l'angle par lequel on prend cette affaire, on arrive toujours à abandonner à Israël. Et pour les médias, non, non, ben il y a des gens qui arrivent à vous faire des vidéos sur le sujet sans en parler. Et vous voyez que j'ai pas cherché Israël, c'est Israël qui est venu à moi, encore une fois. C'est quand même assez hallucinant. Alors, assis sur un banc dans Central Park à New York, Maxwell aurait déclaré à Barack, dans mon cas, d'ailleurs Barack, j'ai pas tilté, mais est-ce que c'est le, est-ce que c'est quelqu'un de la famille de Ehud Barak, hein? Je pose la question. Dans mon cas, survivre signifie me lever chaque matin. Bon, ils sont gentils, mais ils pourraient en venir au fait. C'est un peu dommage que. Bon, là, on a une source. Au passage, hein, on va l'ouvrir. Alors, on va essayer d'accélérer un peu. Start again, falling in love with Epstein, blablabla, blablabla, the Plaza Hotel at the time, donc qui était une propriété de Trump, voilà. Donc évidemment, elle en sait beaucoup sur Trump, hein, c'est pour ça que Trump est un peu dans la merde et qu'il va devoir lui accorder la grâce présidentielle hein, s'il veut sauver ses miches. Euh, Blablabla, blablabla, blabla. Hop, 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 hop. Ce passage-là est intéressant. Ce passage-là est très intéressant. C'est une belle idée que Ghislaine ait trouvé l'amour lors d'un événement rendant hommage à sa mère et à la mémoire de son père au YIVO, un institut juif de Manhattan. En regardant la photo de Ghislaine souriant avec admiration, Frédéric Epstein, en cravate blanche, on pourrait penser qu'un nouveau chapitre de la vie de la jeune Ghislaine venait de commencer. Pourtant, c'est l'expression de son compagnon de table à sa gauche, l'acteur Tony Randall, dont le visage raconte une autre histoire. Alors, voilà qui est intéressant. On va ouvrir la deuxième source à côté. Quand je repense à l'autre guignol qui dit ouais moi j'ai utilisé la dernière IA et tout etc. Connard, t'as pas besoin d'utiliser l'IA, hein, t'as juste besoin d'utiliser ton cerveau. C'est incroyable ça. Nous ne savons pas ce que Randall sait, mais s'il ne croit pas que le duo vient de se rencontrer et tombe amoureux sous ses yeux, il a raison. Alors, Ghislaine et Maxwell, Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein se sont rencontrés, se connaissaient depuis le milieu des années 80. Et c'est nul autre que Robert Maxwell, le cher vieux papa de Ghislaine, qui les a présentés l'un à l'autre. Bon ben voilà, hein, je veux dire, on va pas, parce que moi ça m'intéresse pas de rencontrer leurs histoires de fesses. Et oh mais attendez, non non, on va continuer en fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations en fait. Alors, Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein se sont rencontrés au début des années 80, a déclaré Harry Ben Maneché. Donc c'est la même source, hein. Ancien agent des services de renseignement militaire israéliens qui était le superviseur de Robert Maxwell, ou en termes simples, son responsable. Ah bah d'accord, 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 d'accord. C'est étonnant ça, hein, que personne n'en parle. Et là j'ai envie de dire, Fabrice Arfi, les faits, les faits, les faits. Bah alors, ils sont où les faits là? T'as pas entendu sur le sujet là? Robert Maxwell travaillait pour les services secrets israéliens. A déclaré Ben Menaché, il a été agent pendant très longtemps et en fait, il était un agent de haut rang pour le gouvernement israélien. Et oui, Robert Maxwell, de toute façon, c'est pas compliqué. S'il y a son enterrement, il y a le Premier ministre et les six plus hauts gradés du Mossad, alors que le mec, il n'a même pas la citoyenneté. Parce que réfléchissez 30 secondes, si vous voulez être secret, ben, vous avez tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de documents officiels, ou même de documents tout court, que ce soit simplement des accords à l'oral. Un accord à l'oral, de mano à mano, de visu à visu, personne peut le déceler. Ça me paraît évident, hein, je veux dire. Robert Maxwell, voyant, bon, là, il retire la même chose qu'on a vu. Donc, il était content qu'elle avait lui, blablabla. Ah, intéressant. Oups là, on va mettre ça ici. Hop.
Robert Maxwell était vraiment heureux de l'avoir à ses côtés, a déclaré Ben Maché. Oui, parce que qu'on soit bien clair, quand je vous dis, c'est pas juste par son charisme et compagnie que Epstein a pu avancer. Je ne nie pas, je pense qu'il était très charismatique, justement. Là, on a une preuve. Robert Maxwell, qui était quand même le mec, il a bossé pour les services secrets soviétiques, les services secrets britanniques et les services secrets israéliens. Donc, c'est pas le genre de gars à qui on l'a fait. Bon, ben, si lui, il trouve des qualités à, à Epstein, c'est justement parce qu'il en a. Je veux dire, à un moment donné, il faut reconnaître les choses. Ce mec-là est intelligent, ce mec-là sait manier le discours, c'est lire les émotions des gens, les manipuler et ainsi de suite. Donc tout le côté manipulateur, tout ça, c'est vrai. Tout le côté, comme Jacques Lang dit, oui, c'était quelqu'un de très charmant, etc. Et tout ça, c'est vrai. Il savait, c'était des facettes de sa personnalité qu'il savait exprimer. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. C'est pas parce qu'il a fait des saloperies que ce mec-là avait aucune qualité. Et la première de cette qualité, c'était d'être capable justement de modifier la perception que les gens pouvaient avoir de lui. Mais ça n'empêche que c'est pas juste avec ça. C'est pas juste son charisme, c'est aussi Robert Maxwell qui était super implanté dans les services secrets israéliens. Donc Robert Maxwell était vraiment heureux de l'avoir à ses côtés, a déclaré dans le marché. Il pensait qu'il avait trouvé un gentil garçon juif pour épouser sa fille. Ah tiens, hein, un gentil garçon juif. Mais à part ça, le mot juif, c'est pas important dans cette affaire. Hein. Dire ce mot juif, ce serait être antisémite. Alors Robert Maxwell, il est antisémite peut-être. Ah, je pose la question. Hein. Pour épouser sa fille. Comme on dit en hébreu, il voulait trouver un shilosh pour sa fille. S'il y a des gens qui parlent l'hébreu, qui savent comment prononcer ça, prononcer-le correctement, parce que moi je sais pas comment ça se prononce. Pour sa fille, mademoiselle Maxwell, qui était clairement fascinée par l'ambitieux Epstein, et Jeffrey Epstein était le shilosh. Bon ben voilà, hein. Vous voyez, quand on cherche un petit peu. Et encore une fois, boum, dans le judaïsme orthodoxe. Mais à part ça, non, c'est pas une affaire de juif, hein. Non. C'est une affaire de chrétiens orthodoxes. Au fin fond de la Russie. En Sibérie orientale. Alors, dans le judaïsme orthodoxe, la branche dont est issu Robert Maxwell, le Shidduch est un système de mise en relation dans lequel des célibataires juifs sont présentés les uns aux autres dans le but de se marier. En effet, Ben Menaché est convaincu que Maxwell voyait Jeffrey Epstein comme son futur gendre. C'est pourquoi il a présenté Epstein à des espions israéliens. Bon, je veux dire, on peut pas être plus clair là. On peut pas être plus clair. Donc les gens qui disent oui, on ne sait pas, il faut être prudent, etc. On a 15 000 sources qui nous racontent tout par le menu. Il voulait que son futur gendre, et surtout, si on applique le rasoir d'Occam, quand on a une théorie qui est la plus simple possible, hein, c'est plus simple, hein, parce que réfléchissez 2 secondes. Vous avez, on ne sait pas, par hasard et tout, ils se sont rencontrés, machin, etc. Alors que là, on a tout un fil conducteur qui est totalement logique, cohérent et qui permet d'éclaircir toutes les zones d'ombre. Je sais pas, la théorie marche très très bien et il n'y a aucun fait qui la conteste. Au contraire, tous les faits, il l'approuve. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de faire comme si on ne savait pas raisonner. La logique nous conduit là. Et non pas l'opinion. La logique. Et les gens qui n'ont pas fait le taf, fermez vos gueules, donnez ma vidéo en ressources. Au lieu de commencer avec des trucs fumeux, parce que quand vous affirmez des choses qui sont vraies, mais que vous n'avez pas les arguments, vous n'avez pas le déroulement logique, vous n'avez pas les preuves, vous passez pour un con. Et vous desservez la cause. Donc apprenez l'humilité, dites, je le sais, mais je ne sais pas le démontrer, par contre, dans cette vidéo, ils le disent. Ils donnent les sources. Voilà. Il voulait donc que le futur gendre ait un bon emploi, a déclaré Ben Menaché. Robert Maxwell a donc présenté Epstein à plusieurs personnes des services de renseignement israéliens, simplement des recruteurs, mais il a finalement réussi à rencontrer Ehud Barak, qui était à l'époque directeur des renseignements militaires. Il était notre patron et est devenu Premier ministre d'Israël plusieurs années plus tard. Mais à l'époque, il était directeur des renseignements militaires. Bon, ça devient beaucoup plus clair là. Maintenant, on comprend pourquoi il y a la connexion avec Ehud Barak. On comprend pourquoi les caméras à son appartement de New York envoyaient les informations directement pour Israël. Que faisait Robert Maxwell avec les services secrets israéliens qui lui ont permis de mettre en relation le petit ami de sa vie avec Ehud Barak? Très intéressant cet article.
Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Tiens, 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 il n'y avait pas un certain Donald Barr qui avait participé au service secret américain pendant la Seconde Guerre mondiale? Et revenir sur l'arrivée de Maxwell en Grande-Bretagne avec ses camarades tchèques après avoir échappé aux nazis. Une fois sur le sol anglais, il a été immédiatement emprisonné par les Britanniques. Tiens, tiens, tiens. Dans le camp de prisonniers britanniques, Maxwell se lia d'amitié avec un co-détenu, un communiste tchèque nommé Vladimir Klementis. Les deux hommes se rapprochèrent grâce à leur haine commune des nazis et de tous ceux qui haïssaient les juifs, donc probablement que Klementis devait être juif. Ce lien s'avéra bientôt particulièrement important pour le futur État d'Israël. Je rappelle que Leslie Wexner, qui est l'homme qui a donné la fortune à Epstein, est un pro-israélien avéré, qu'il a même créé un groupe de pression en anglais qu'on appelle lobby, assez marqué, et il le dit ouvertement. Et sa femme, le père de sa femme, est l'un des membres fondateurs du Mossad. Donc, je veux dire, tous les gens qui sont proches et qui ont permis à Epstein de progresser au niveau des finances, au niveau de l'influence, au niveau des relations, sont tous, à un moment donné, liés à Israël. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant de ne pas voir l'éléphant qui est dans la pièce. Maxwell, sorti de prison, se distingua au combat et fut promu capitaine peu après son 21e anniversaire. Les Britanniques virent alors d'autres utilisations possibles pour ce beau tchèque polyglotte. Le plan initial était de le parachuter derrière les lignes ennemies, une mission avec un faible taux de survie, mais ils ont changé d'avis et ont envoyé Maxwell à Paris. Mais à part ça, c'est pas une affaire française. Il s'est fait passer pour un trafiquant tchèque, vendant des faux papiers aux nazis qui s'étaient cachés. Maxwell était doué pour cela, et c'est cette compétence qui l'a fait remarquer par le MI6 britannique, le service de renseignement international du pays. Et voilà. Comme on dit, la vérité prend l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. De la même manière que la tortue finit par battre le lièvre. À la fin de la guerre, les renseignements secrets britanniques avaient des projets pour Maxwell, car ils avaient besoin d'interrogateurs parlant allemand. Maxwell fut envoyé à la prison de Spandau, où étaient incarcérés de nombreux nazis de haut rang. Il y fit une découverte, une grande découverte. Les Britanniques avaient trompé les forces françaises libres en les parachutant vers une mort certaine le jour J, afin de détourner l'attention des Allemands du véritable lieu de l'invasion. Les commandants britanniques de Maxwell furent impressionnés par son intelligence et le poussèrent à rejoindre l'armée pour en faire sa carrière. Non, bah là déjà c'est hallucinant là. Alors, est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est la vérité? Ça, j'avoue, je n'en sais rien, mais si c'est la vérité, euh, l'alliance franco-française, franco-britannique, je veux dire, va en prendre du plomb dans l'aile. Connaissant les rapports entre la France et l'Angleterre, ce serait pas impossible. Hein. Ce serait pas impossible. Alors, Maxwell refusa car il découvrit qu'il aimait l'espionnage et qu'il était doué pour cela. En mars 1946, il fut officiellement recruté par le MI6 et chargé de superviser les élections dans le secteur soviétique de Berlin. À part ça, c'est un agent du KGB. Hein. Au passage, vous remarquez qu'ils nous disent qu'ils ont officialisé leur collaboration. Ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler pour eux de façon non officielle et ensuite ils ont officialisé. Donc ça veut dire que Epstein a pu tout à fait travailler et même il a travaillé de façon non officielle. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun document qui atteste.
Et au passage, on a la preuve que euh, Robert Maxwell a au moins travaillé pour le MI6 et pour le Mossad. Donc c'est pas incompatible. Et à la finalité, hein, je rappelle qu'il a été enterré en Israël et pas au Royaume-Uni. Hein, donc son allégeance finale, elle est claire. Ou alors, c'est le Mossad qui l'a liquidé et qui a rapatrié le corps, c'est aussi possible. Hein. Mais donc, si c'était le cas, si c'est cette version-là, ça veut dire que même si, par exemple, imaginons que Maxwell il aurait plus travaillé pour le MI6 ou plus travaillé pour le KGB, si le Mossad lui met la main dessus, ça veut dire que c'est eux qui le voulaient plus. Et que c'est pour eux qu'il a rapporté le plus de bénéfices. C'est là qu'il eut sa prochaine grande idée, qui marqua le début de sa carrière de magnat des médias. À Berlin, il rencontra Ferdinand Springer, un scientifique juif allemand qui avait survécu parce que les nazis appréciaient son expertise scientifique. Maxwell et Springer lancèrent une entreprise d'édition d'articles scientifiques, un domaine que Maxwell avait découvert comme étant lucratif grâce à ses interrogations des scientifiques nazis. Il avait commencé à vendre des articles à Londres dans un but lucratif. Alors, d'un coup, ça me fait penser à une émission, il me semble, euh, avec Idriss Aberkan. Là, c'est juste de mémoire, donc à vérifier cette information, mais il me semble qu'il y avait eu récemment une interview du professeur Raoult sur la chaîne de Idriss Aberkan où il expliquait que Robert Maxwell avait la main mise sur les prix Nobel. Il avait la main mise sur la publication scientifique parce que je crois que Maxwell, à cette époque-là, il avait la maison d'édition qui faisait, qui faisait autorité pour la publication scientifique. À vérifier, mais ouais, je pense qu'on va en savoir plus dans cet article, qui est très intéressant, au demeurant. Au passage, c'est le moment de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, parce que vous voyez que je fais le boulot, hein, ça vous l'avez vu nulle part. Hein. Ça vous avez vu nulle part. Et si vous l'avez vu ailleurs, bah dites-moi le dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que moi je l'ai vu nulle part. Donc abonnement, pouce vers le haut, commentaire, partage. Hein. Là c'est le minimum, hein, c'est le minimum syndical, faut pas déconner, parce que là je fais le boulot. Alors c'est à cette époque que les meilleurs scientifiques britanniques ont commencé à s'inquiéter du fait que si la science britannique était excellente, sa publication ne l'était pas. Elle était inefficace et financièrement précaire. Le gouvernement britannique a décidé d'associer la vénérable maison d'édition britannique Butterworth à la célèbre maison d'édition allemande Springer. Ah oui, mais je connais les bouquins Springer, oui, il y a beaucoup de livres de maths Springer. Ok. Afin de tirer parti de l'expertise de cette dernière. Butterworth apprendrait à tirer profit des revues scientifiques et la science britannique pourrait diffuser ses travaux à un rythme plus rapide. Vous voyez qu'en creusant, on obtient des informations très intéressantes. Maxwell avait déjà établi une relation commerciale avec Springer et les dirigeants de Butterworth. Anciens membres des services secrets britanniques, embauchèrent le jeune Maxwell pour aider à gérer l'entreprise, ainsi qu'un autre ancien espion, Paul Rosbaugh, métallurgiste qui avait passé la guerre à transmettre des secrets nucléaires d'Asie aux Britanniques par l'intermédiaire de la résistance française et néerlandaise en tant que rédacteur scientifique. Alors, en 1948, Springer et Maxwell fusionnèrent la société avec Butterworth Press et la rebaptisèrent Pergamon Press. Oui, c'est ça qu'il avait dit, à Pergamon Press. Pergamon étant l'une des 7 villes d'Asie mineure et le lieu que le livre des révélations identifie comme le trône de Satan. Ça, c'est plutôt curieux, ça. En 1951, donc les complotistes, là, ils vont dire c'est du satanisme, etc. Ou plutôt, pour reprendre la terminologie de Thomas Durand, les gens qui ont des comportements complotistes. En 1951, Maxwell acheta 75% de Pergamon Press pour 13 000 livres sterling, soit 400 000 livres sterling d'aujourd'hui. C'est ainsi que commença son empire éditorial. Et voilà. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. C'est très intéressant cet article, c'est une mine d'or. Et vous avez vu ce que j'ai fait, hein. Je suis parti de Wikipédia, je suis allé sur les documents officiels. Des documents officiels, je suis allé voir les notes.
Les notes, j'ai persévéré parce que rappelez-vous hein, que j'avais essayé l'URL, ça marchait pas. Et j'ai persévéré avec l'URL et j'ai trouvé. Son lien avec l'État d'Israël, qui n'existait pas encore en 1946, s'est noué lorsque Maxwell a appris que les Britanniques allaient soutenir d'anciens nazis dans une guerre civile tchèque. Les nazis avaient tué ses parents, son grand-père, trois sœurs, un frère, ainsi que des tantes, des oncles, des cousins et des amis d'enfance. Il avait risqué sa vie et l'avait presque perdu pour les combattre, et maintenant les Britanniques allaient commettre cet outrage. Maxwell se souvint de son compagnon de prison tchèque, Vladimir Klementit, qui finalement était peut-être pas juif. Il contacta Clémentis pour lui parler du. Quoique si, peut-être que si, parce que justement, c'est pour le motiver, dire ouais, ils vont comploter avec les nazis, on va les taper. Il contacta Clémentis pour lui parler du complot. Clémentis, avec l'aide de Maxwell, devint ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement tchèque, qui arriva au pouvoir en 1948, grâce à l'alliance scandaleuse entre nazis et fascistes que Maxwell aida Clémentis à dévoiler. Clémentis avait désormais une dette envers Maxwell. C'est très intéressant, mais là, franchement, c'est vachement mieux qu'un James Bond, hein. Et c'est la réalité. Ce que Maxwell voulait, c'était armer le nouvel État d'Israël. Au fond de lui, il n'appartenait pas au MI6 et n'était pas encore un ami du KGB. Ce qu'il allait devenir, mais un véritable sioniste, tout comme sa mère. Voilà. Là, c'est écrit noir sur blanc, c'est clair, net et précis. Et surtout, ça corrobore toutes les actions qui ont été menées par la suite et tous les résultats qu'on peut observer. Ça donne une cohérence. Là, on n'est plus dans le hasard de on ne sait pas, c'est brumeux, je sais pas quoi. Non. Gérer Robert Maxwell était facile, a déclaré son responsable israélien, Ben Menaché. Il voulait être considéré comme un atout pour Israël. Il jouait toujours la carte sioniste. Bon, ben, c'est bon là, les gars. Vous en voulez encore? Vous avez encore hein, c'est un agent russe, c'est ça? C'est les Russes? Non, mais sérieusement. Et Maxwell avait perdu sa famille aux mains des nazis, alors il voulait tout faire pour aider son peuple à créer son propre État, alors que personne d'autre ne le faisait. Maxwell a collaboré avec Clémentis pour expédier des armes et des avions à Israël. 4 avions Messerschmitt sont arrivés juste à temps pour empêcher l'armée égyptienne de prendre Tel Aviv. Et le cours de la bataille a été renversé. Pendant quelques semaines, en 1948, le service de navette de Maxwell depuis la Tchécoslovaquie a fourni 90% des armes, des avions, des équipements, des fournitures telles que les Talkie-Walkie et de la nourriture aux Israéliens. Et lorsque l'État d'Israël a vu le jour en mai 1948, Clémentis s'est assuré qu'il disposait d'un aérodrome en Tchécoslovaquie pour maintenir l'approvisionnement en armes. Ah, mais ça, j'avais lu ça quelque part. Je crois que c'était Jabotinsky qui avait été récupéré des armes en Tchécoslovaquie. Maintenant, je vois la connexion. En gros, Maxwell, c'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire d'Israël. Tu m'étonnes qu'ils lui ont fait des obsèques, de président en Israël. Évidemment, le mec, c'est grâce à lui qu'ils sont encore vivants. Encore eux qui lui font des obsèques importants. C'est la moindre des choses. Alors, pour avoir œuvré à la sauvegarde d'Israël, Vladimir Clémentit fut pendu par Staline en 1951, l'année où Robert Maxwell racheta Pergamon Press. En Israël, Maxwell était considéré comme un héros national, ben oui, ce qui lui valut d'être inhumé en grande pompe sur le mont des Oliviers en 1991. Et voilà, là on a toute l'explication. 5 jours après que son corps ait été repêché, même si Israël l'avait peut-être précipité dans cette tombe aquatique. Oui, parce qu'il y avait des mails, je crois, il faudrait que je les retrouve, où il demandait de l'argent au Mossad et le Mossad il n'avait pas trop envie de payer. Donc c'était merci, tu as sauvé Israël, mais bon, tu demandes trop d'argent, donc maintenant tu ne nous sers plus, tu deviens dérangeant. Mais en contrepartie, on te fait des hommages de président. Comme ça, ta mémoire sera assurée. Alors, c'est aussi pourquoi il travaillait avec les services secrets israéliens et Ben Menaché dans les années 80.
et pourquoi il a mis Jeffrey Epstein en relation avec ce pays. Bon, ben voilà, là, c'est clair, net et précis, il n'y a plus aucune ambiguïté maintenant. Donc tous les gens qui vous disent oui, on ne sait pas et tout, vous les envoyez sur cette vidéo, c'est terminé, là, il n'y a plus à discuter, là. Tout est avéré, tout est cohérent, la chronologie, tout. Epstein était arrivé en Grande-Bretagne au milieu des années 80 après avoir été renvoyé de Bear Stearns. Ouais, donc là, par exemple, euh, Valeurs Actuelles et je sais plus qui d'autre qui avait dit ça, vous êtes des mythomanes. Bear Stearns, c'est la première entreprise de trading qui a embauché Epstein. Quand il était à Dalton School, il a rencontré un parent d'élève qu'il a embauché dans cette entreprise. Et donc les autres disaient oui, oui, il a fait plein d'argent et tout, ouais, il a tellement fait de l'argent qu'ils l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé. Donc Epstein est arrivé en Grande-Bretagne au milieu des années 80 après avoir été renvoyé de Bernstein et mis au banc aux États-Unis, a déclaré Steven Offenberg. Et Steven Offenberg, pour le rappeler, hein, c'est un juif, donc quelqu'un de sa propre communauté, mais sauf que quand ils ont monté un Ponzi avec Epstein, Stephen Offenberg il a fait 18 ans de tôle et Epstein zéro. Donc il a beaucoup les glandes contre. Enfin, il avait, puisqu'il est mort lui aussi, il avait beaucoup les glandes contre Epstein. Parce que en fait, ils avaient fait du Madoff avant l'heure. Sauf que Madoff, il avait lui-même arnaqué, qui était juif, il avait lui-même arnaqué sa propre communauté. Epstein et Offenberg ont arnaqué je sais pas qui, pas forcément des gens de leur communauté, mais en attendant, Epstein a arnaqué Offenberg puisqu'il s'est barré avant, que, avant de se faire serrer. Voilà. A déclaré Stephen Offenberg qui embauchera plus tard Epstein pour son entreprise de recouvrement de créances Tower Financial en 1987, qui s'est avéré être une chaîne de Ponzi en 1993. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Une chaîne que Offenberg affirme avoir été dirigée par Epstein et qui lui a fait perdre plus de 100 millions de dollars. Offenberg a plaidé coupable d'avoir escroqué 475 millions de dollars à des investisseurs et a été condamné à 20 ans de prison, dont il a purgé 18, ainsi qu'à une amende de 1 million de dollars et un paiement de 463 millions de dollars à titre de dédommagement. Epstein avait coopéré avec les enquêteurs et il avait été libéré. Non, c'est hallucinant. Epstein avait perdu toutes les licences qu'il détenait lorsqu'il travaillait chez Bear Stearns en raison des violations des règles de la Securities and Exchange Commission, la SEC, a déclaré. Oui, parce que c'est ça, maintenant ça me revient, il a fait du délit d'initié. A déclaré Offenberg, et il n'a jamais été condamné pour ça, a déclaré Offenberg. En effet, Epstein avait quitté Bear Stearns après avoir fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié et avoir été condamné à une amende de 2500 $. Ah, par contre, je me suis trompé, il a été condamné. Bon, 2500 euros de dollars, 2500 $, c'est rien du tout par rapport au pognon qu'il a soutiré. C'est incroyable. Bien que d'autres rapports avaient indiqué qu'il avait menti au sujet d'une note de frais. Prince des voleurs, Epstein. Rappelez-vous, hein, Maxwell qui disait un gentil garçon pour sa fille. Selon Julian Lees. Ah, moi j'avais entendu Douglas Lees. Ah, mais d'accord. Voilà, bah on a l'explication juste après. Mais cet article, c'est pépite. On a tout. Selon Julian Lees, Jeffrey Epstein est arrivé en Angleterre en 1981. Julian Lees est le fils de feu Douglas Lees, un homme d'affaires britannique très discret. Bah oui, il est tellement discret qu'il n'y a personne qui parle de lui. Et fin 2020, donc c'est Julian Lees, il a accordé sa seule interview médiatique au podcast Defiance. Oh, mais ça, on va aller regarder ça, là. Ça va l'air très intéressant. Qui a enquêté sur l'affaire Ghislaine Maxwell. Dans cette interview, Lees a déclaré que la petite amie d'Epstein, Paula Hyle Fisher, avait rencontré son frère Nick Lees lors d'une fête d'anniversaire organisée pour un magnat du pétrole texan. Elle et son petit ami Jeffrey venaient à Londres et pouvaient-ils leur rendre visite à leur arrivée? Mais ça devient de plus en plus intéressant, mais cet article est une véritable pépite. Bon, ça, fermez-la. Ah, il y a tout là. Il y a absolument tout. C'est un truc de fou. Dites-moi si ça vous intéresse que j'écrive un bouquin là-dessus, parce que je trouve que c'est passionnant. Alors, ils ont été invités à prendre un verre. Mon père était extrêmement occupé, mais il est descendu pour rencontrer Jeffrey, raconte Julian Lees.
Je pense que tout le monde a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un homme de 27 ans, très intelligent, très drôle, très brillant, et c'est là que leur relation a commencé. Eh oui, eh oui, eh oui. Toutes les qualités qui sont prêtées à Epstein sont réelles. Sont réelles. Mais en même temps, il a été beaucoup aidé. Douglas Lees avait transformé l'entreprise de direction à Crémaillère et Pignon hérité de son père en une grande entreprise prospère qui a finalement été vendue à des Américains. À partir de là, Lees a développé des relations commerciales avec l'industrie de la défense. Et oui, on y revient. Hein. Donc, Epstein, c'est avant tout quelqu'un qui a travaillé pour les militaires. Hein. Ça me fait penser au film avec Nicolas Cage, Lord of War. Le commerce des armes représentait une partie très importante des activités de Sir Sic. Lees n'a jamais été fait chevalier. Bon, donc le fils de Lees, il s'est rajouté un titre de noblesse. Douglas Lees, non, c'est Offenberg, a déclaré Offenberg, tout comme le blanchiment d'argent. Ouais, Douglas Lees était bon pour les armes et bon pour le blanchiment d'argent, d'accord, il était en bonne compagnie avec Epstein. Jeffrey Epstein s'est livré à d'importantes activités de blanchiment d'argent et de commerce d'armes qui ne sont pas réglementées de la même manière aux États-Unis. Les règles américaines sont beaucoup plus conservatrices que celles de divers pays du Moyen-Orient et d'Asie. Ah, il était dans tous les mauvais coups, lui. Hein. Julian Lees, qui avait 16 ans à l'époque, conteste que son père était un marchand d'armes au sens propre du terme, c'est-à-dire un marchand impitoyable d'armes de destruction massive. Il affirme que son père avait compris que Jeffrey venait d'un milieu défavorisé et souhaitait que Jeffrey s'implique davantage dans les affaires, et Jeffrey est devenu un ami très proche de la famille. Oui, bon, ça c'est... Ouais, d'accord. On le sait qu'il a vendu des armes, hein, donc c'est pas la peine d'essayer de faire une virginité. Liz et Epstein, ah oui, c'est lui qui avait dit ça. Liz et Epstein finirent par se brouiller lorsque Liz découvrit qu'Epstein réservait des vols en Concorde et des chambres dans des hôtels 5 étoiles sur le compte de Liz. Ah non, mais c'est incroyable. Ce Epstein, il nique tout le monde, sans aucun état d'âme. C'est impressionnant. Malgré tout, l'anglais continue d'éprouver une admiration réticente pour Epstein. C'est comme Wexner, à mon avis. C'est Liz qui présenta Epstein à Offenberg à Londres, en disant à l'américain qu'Epstein est un génie excellent dans la vente de titres et il n'a aucune morale. Ah ben, en s'associant avec des gens comme ça, après, il ne faut pas s'étonner de se faire mettre à l'envers. Hein. Ça me fait penser à un excellent film anglais qui s'appelle Arnaque, crime et botanique. Ou encore mieux, c'est le même réalisateur Guy Ritchie. C'est celui qui avait fait Snatch avec Brad Pitt. Et avec. Alors je sais plus, dans Snatch, il y a Jason Statham, il me semble. Mais surtout, c'est dans Revolver. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je vous mettrai après un extrait. Alors, selon Offenberg, Epstein s'est présenté à Robert Maxwell. Jeffrey Epstein s'est présenté à Ghislaine Maxwell et Robert Maxwell comme un banquier d'affaires de Wall Street, un expert financier capable de conseiller Robert Maxwell et Ghislaine Maxwell sur les problèmes qu'il rencontrait à Wall Street et leurs difficultés financières. Alors attendez, juste vérifier un truc. Ouais, c'est long quand même, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Hein. On a commencé, on va pas s'arrêter un petit bon chemin. Donc Offenberg a dit que les Maxwell avaient besoin de 50 millions de dollars pour prêt, un emprunt, pardon, ouais, prêt, c'est pareil. Enfin, dans l'autre sens, un prêt relais de 50 millions de dollars. Et Epstein les a aidés à les obtenir. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas que la vie de Ben Ménaché au final. Hein. Ce qui permet de nuancer les choses. Selon Harry Ben Ménaché, Epstein avait besoin d'un emploi et Maxwell le lui a fourni. Puis Epstein a intégré Ghislaine dans son travail avec son père. Jeffrey Epstein l'a en quelque sorte prise sous son aile et l'a recrutée
Elle n'était pas censée travailler, elle était censée être sa petite amie, mais elle s'est ensuite impliquée dans son travail. Ça auquel fait référence Ben Menaché, le responsable israélien de l'espionnage de Robert Maxwell, n'est rien de moins qu'un chantage international. Ils avaient l'habitude de compromettre les gens de différentes manières, a déclaré Ben Menaché, notamment en les embarrassant ou en les surprenant en train d'avoir des comportements sexuels inappropriés avec des mineurs. C'est ainsi qu'ils les compromettaient. Bon, là, ils sont en train de parler de la technique qu'ils ont mis en place. Ben Menaché a déclaré qu'Epstein a commencé à travailler avec les Israéliens, voilà, leur fournissant des informations sur les personnes qu'il rencontrait, etc. Puis il leur a fait une offre. Il a dit: je peux le faire. Bon, ben là, ça parle pas chinois ici. Donc, encore une fois, si c'est pas déjà fait, pouce vers le haut pour le boulot. Abonnement, partage, commentaire. Les Israéliens appréciaient également le travail de Ghislaine. Ghislaine Maxwell était précieuse pour les services secrets israéliens. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est toujours vivante. Car elle était précieuse pour Epstein, a déclaré Ben Menaché. Elle le soutenait et il avait besoin de soutien. On ne peut pas travailler seul. Bon, mais ça, je bois du petit lait. C'est magnifique. Ça confirme tout ce que j'arrête pas de dire. De dire Epstein est tout sauf un self-made man. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est du pain béni. Et après, je vais chercher les deux auteurs. Il faut que j'aille les remercier, franchement. Enfin, j'ai une vision cohérente de cette affaire. Intellectuellement, c'est extrêmement satisfaisant. Ce travail consistait à piéger des personnes dans ce que les services secrets... Oh, mais regardez comme c'est magnifique! Regardez comme c'est magnifique! Ce travail consistait à piéger des personnes dans ce que les services secrets appellent un honeypot, le pot de miel. John Kiriakou, c'est l'agent de la CIA dont je vous avais partagé la vidéo sur YouTube qui avait dit No way quand on lui a demandé si Epstein travaillait pour la CIA et par contre qui avait dit qu'il travaillait pour le Mossad. Voilà. C'est clair, net, précis, ça parle pas chinois et ça se recoupe. Là, on a énormément de sources différentes qui convergent vers la même réponse. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Si toutes les sources convergent vers Israël, bah, c'est que ça se passe en Israël. Hein. Donc, John Kiriakou a été agent de la CIA pendant près de 2 décennies et a pu observer de près le fonctionnement des honeypots. Ce que tout agent de renseignement souhaite faire, doit faire pour obtenir une promotion, se faire un nom, c'est recruter des espions pour voler des secrets. Le travail est vraiment aussi simple que cela. Votre travail consiste à recruter des espions pour voler des secrets. Et l'une des astuces les plus anciennes dans le domaine du renseignement est l'utilisation de ce qu'on appelle des honeypots. Quel homme de 50, 60, 70 ans ne voudrait pas avoir une belle blonde à son bras, n'est-ce pas? Et généralement, les hommes puissants et riches sont prêts à payer pour cela. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ah, c'est magnifique ça. Ah, c'est vraiment une pépite. Kiriakou a également souligné que les agences d'espionnage aiment travailler avec les familles. La fille de Robert Maxwell aurait été précieuse car Maxwell avait été utile pour transmettre des informations à Israël, ainsi qu'à la Grande-Bretagne et à l'Union soviétique, ce qui faisait partie de son ADN. Quand je regarde Ghislaine Maxwell, ma première pensée est quelle formidable agente opérationnelle, naturelle, a déclaré Kiriakou. Elle était très sociable, elle aimait les fêtes, elle aimait être entourée de gens, elle était extravertie, elle était belle, elle avait beaucoup d'argent. Les gens voulaient être en sa compagnie. Si j'étais un agent de terrain à la recherche de quelqu'un pour me présenter à une cible,
j'aurais choisi Ghislaine Maxwell. Imaginez à quel point ce serait formidable en tant qu'agent opérationnel d'aller voir Ghislaine Maxwell et de lui dire bonjour, pourriez-vous me présenter à l'ambassadeur d'Iran. Epstein et Maxwell se sont pleinement engagés dans leur activité de chantage une fois que Maxwell s'est installé à New York, ce qu'elle a officiellement fait après la mort de son père. Mais Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein étaient ensemble à Londres au milieu et à la fin des années 80. Et l'ancien agent de la CIA, John Kiriakou, pense qu'Epstein aidait Maxwell à cacher son argent qui finirait par lui revenir avec Ghislaine. Et oui, et oui, et oui. L'une des choses dont personne ne parle, c'est l'argent du père de Ghislaine Maxwell, a déclaré Kiriakou. Il avait lui-même un passé criminel. Il impliquait des sommes d'argent colossales. Il a été accusé de toutes sortes de crimes financiers au fil des ans, et je ne peux m'empêcher de penser qu'il l'a aidé à cacher son argent, qu'elle l'a aidé à cacher le sien. Epstein l'a aidé à cacher son argent et vice-versa. Pouvez-vous imaginer à quel point cela est compliqué? Pouvez-vous imaginer les détails impliqués dans la dissimulation de ces sommes d'argent colossales? Mais c'est tout simplement une pépite cet article. Et on arrive à la fin. Et pour comprendre combien d'argent aurait pu être caché, il faut remonter à mars 1991, lorsque Robert Maxwell était la coqueluche de New York pour avoir racheté et sauvé le journal emblématique de la ville, le Daily News. Sa fille Ghislaine était également dans la ville, travaillant avec son père sur sa dernière entreprise de mania des médias. À cette époque, elle jetait les bases de son activité de proxénète et de maître chanteur avec Jeffrey Epstein. Voilà, et il y a une vidéo YouTube, tiens donc. Alors là, je suis surpris. 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 On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors. Bon, ça, ce sera pour une autre vidéo, hein, parce que quand même, ça commence à faire beaucoup de lecture. Mais c'est le même Meeting Jeffrey. Meeting Jeffrey, the official rom-com, the official rom-com. Mais non, mais c'est le même lien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, alors, on va récupérer le lien comme ça. Copy. Clean link, voilà. On va le mettre là. Ah, vidéo non disponible. Ah, c'est dommage. Donc ça, c'est le même. C'est le même. C'est toujours le même. Bon, en fait, les liens mènent uniquement sur le... Bon, bah, c'est pas grave, hein. On a déjà eu... franchement, on a eu beaucoup d'informations, hein. Merci, Michael McKinley et Barbara Shearer. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Je sais pas quand est-ce que cet article a été écrit, mais ils ont clairement fait le taf. Voilà, bon, ben c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, si, je vous avais dit le film Revolver. Revolver. Jason Statham. Voilà. Franchement, c'est un excellent film. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films. Mais stop, parce que en fait, je suis en train de me dire que YouTube va me dire vous n'avez pas les droits et tout. J'ai pas envie de démonétiser la vidéo ou même de me faire bloquer la vidéo juste pour ça. Donc voilà, vous avez le titre, vous pouvez aller le chercher. Abonnement, pouce vers le haut. Ah, franchement, pouce vers le haut, j'ai fait le taf. Là, j'ai fait le boulot. Soyez honnête, soyez honnête. Il n'y a personne sur YouTube qui est allé aussi loin pour chercher la vraie information. Là, on a toute la trame cohérente depuis le début. Et je veux dire, c'est bon. Là, on peut dire que j'ai tué le game. Là. Dites-le dans les commentaires. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là,